Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Dans ce nouvel épisode de Regard décalé, on secoue un peu la boule à neige des marchés avec Jérôme van der Bruggen, stratégiste chez Indosuez. Malgré une géopolitique explosive, des marchés hyper susceptibles et une Fed coupée en deux, Jérôme garde un cap étonnamment optimiste. Résultat solide, il y a en pleine mutation, économie américaine qui tient bon et une volatilité qui n'a rien d'un cataclysme. Entre Nvidia chahuté, Google qui redistribue les cartes et le suspense du 9 octobre, il nous explique pourquoi, contre toute attente, le monde ne va peut-être pas si mal. Bonjour Jérôme van der Bruggen. Bonjour Gaël. Je suis ravie de t'avoir pour ce numéro du podcast du Regard décalé. On est ici dans les bureaux d'Euronext, à Bruxelles, au cœur de l'info économique finalement. Je suis contente de t'avoir parce que tu as un regard un peu plus macro que finalement beaucoup d'intervenants que j'ai pu avoir dans ce podcast. Et donc, ça va nous permettre un peu de voir comment va le monde. Et je voulais te demander d'ailleurs à titre un peu personnel, comment ça va en tant que stratégiste financier au niveau international dans l'instabilité mondiale pour le moment? Je pense qu'il faut garder le cap. Nous sommes plutôt des gens optimistes de nature quand on gère de l'argent. Pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on gère l'argent, le gros de la performance va venir de la bourse. Et la bourse fonctionne avec un mécanisme de croissance des bénéfices. Sans croissance des bénéfices, pas vraiment de progression des cours. Et donc, nous sommes par nature des gens qui ont ce point de vue que la croissance est possible, qu'il y a toujours des solutions, et surtout que les entreprises contribuent à quelque chose de bien dans notre société. Finalement, c'est elles qui amènent les innovations vers le consommateur. Qui d'autre s'en occuperait si c'était pareil? À l'écoute de la demande, c'est très important. Et donc amène les innovations dont on a vraiment besoin. Donc ça, c'est ma manière de, je dirais, at high level, de rester dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même des lignes très claires sur ce qui se passe pour l'instant. Il y a quand même des axes absolument, pour moi, limpides. Il faut pas les oublier, qui continuent de nous faire penser que le monde va pas si mal. Oui, pourtant, on a des marchés que je trouve susceptibles déjà de base, mais là, j'ai l'impression que le niveau de susceptibilité a encore atteint un step supérieur. En l'occurrence, tu parles de ces résultats d'entreprise. Et moi, là, j'ai l'impression qu'on peut même plus se fier à ces entreprises pour convaincre des marchés. On a vu l'exemple ici avec Nvidia. Pendant 2 heures, ça a été. Et puis après, finalement, le marché réfléchit, s'il dit non, non, ça n'ira pas. Je suis d'accord qu'en fait, une des caractéristiques de la saison de résultats qui vient de se dérouler, donc celle du troisième trimestre 2025, dont on a eu les échos jusque finalement assez récemment, dont Nvidia est un peu un des derniers, c'est le dernier qui vient dans sa grande gloire avec ses résultats à lui. Il est attendu quand même. Tant qu'Nvidia n'a pas dit ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Et qu'une des caractéristiques de ces résultats, c'est qu'ils étaient exceptionnels. Mais que le marché n'a pas tellement décidé de payer plus, si on peut résumer ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé sur Nvidia. On est, semble-t-il, arrivé à un moment où le marché, c'est bon, les estimations qu'on est en train de nous donner, c'est à peu près celles qu'on en a, show me more. Est-ce que c'est grave? Non, parce que ça veut dire qu'on est confortable avec les attentes actuelles. Je pense que les cours ne grimpent pas jusqu'au plafond. Mais toutes ces entreprises qui sont actives dans le cycle actuel de l'investissement, des entreprises comme Nvidia, qui participent à la création de l'infrastructure pour cette future technologie d'intelligence artificielle, dont finalement on va encore voir quelles vont être les réelles applications. Il y en a plein qui se profilent, mais la killer app, peut-être qu'on l'a pas vraiment. Ces entreprises qui construisent l'infrastructure, elles sont confiantes qu'un jour cette demande pour leurs services va être là et que ça leur demande d'investir énormément pour prendre une place que plus personne ne pourra leur prendre. Le problème d'Nvidia, c'est qu'elle n'a pas convaincu avec ses résultats, mais en plus, elle se prend un petit revers de médaille avec Google. On a beaucoup entendu cette semaine ces TPU, ces puces TPU, ce que Nvidia produit. Mais là, Meta pourrait acheter ces puces TPU à Google et non plus à Nvidia, qui a donc perdu 7% dans la foulée. L'intérêt de ma question ici, c'est surtout cette question incessante d'une bulle autour de l'intelligence artificielle. Ici, on voit finalement un mouvement dans les acteurs majeurs. Est-ce que ça risque pas de faire grossir encore cette idée de bulle et de la faire péter finalement? Moi, je pense pas, c'est tout à fait normal que des gens comme Google travaillent aussi
à imaginer des circuits intégrés type ce que fait NVIDIA plus performants. On sait que Google est très fort là-dedans. C'est pas la première fois qu'ils viennent avec ce type de technologie. Donc c'est bon qu'il y ait de la concurrence. Qu'il y ait de la concurrence n'est pas un indicateur qui est une bulle en soi. Donc je pense que c'est bon et quelque part ça va stimuler NVIDIA à faire encore mieux. Je pense que c'est comme ça que ça se passe en fait, et ça se passe comme ça en Amérique. C'est quand même les caractéristiques de cette économie, c'est que ça marche vraiment avec des gros acteurs qui essayent de trouver chaque fois la meilleure solution. Regardez le nombre de personnes qui travaillent sur un modèle de langage dans l'intelligence artificielle. Tout le monde est là, tout le monde essaye de sortir le truc. Donc ça, quelque part, c'est une bonne chose, le fait qu'il y ait cette concurrence. Ça veut dire qu'on va avoir un bon modèle et probablement pas trop cher. Pour toutes ces histoires de circularité, hein, donc c'est vrai qu'on est en train de créer une sorte d'écosystème autour d'NVIDIA et de quelques autres acteurs, où ces acteurs se renforcent l'un l'autre, prennent des participations les uns dans les autres, aussi sont et vendeurs et clients dans certaines circonstances. Je pense que c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça aux États-Unis. Donc de ma mémoire, c'est pas comme ça que font les Américains en général. Mais ça n'est pas tout à fait illogique que dans une période aussi transformative que celle que nous vivons aujourd'hui, ça soit un choix qu'ils aient fait. Je vous donne un exemple. Lorsque le Japon est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, c'est précisément un écosystème comme ça qu'ils ont fait autour de leurs grosses entreprises industrielles, des grosses holdings, et de créer un système de centres d'entreprises qui se renforçaient les unes les autres parce qu'on avait besoin à ce moment-là d'un tel écosystème pour en fait mettre en place les investissements dont on avait besoin à l'époque pour sortir le Japon de la guerre. Alors je ne dis pas qu'il faut sortir les États-Unis de la guerre, mais il faut faire émerger cette technologie. Et donc on crée ces systèmes d'entreprises qui s'aident. Au Japon, ça s'appelait les kairetsu. Bon, puis ils ont maintenant petit à petit disparu. Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on est en train de répliquer un modèle un peu asiatique de faire les choses. Mais si ça a disparu en Asie, pourquoi est-ce qu'on le réplique maintenant? Parce qu'ils en ont plus eu besoin et que ça dure un temps, ces choses-là. Il se fait que, pour l'instant, aux États-Unis, peut-être que c'est ce dont ils ont besoin pour se renforcer et continuer à être solides pour faire les investissements dont on a besoin. Alors restons sur les incertitudes actuelles. On a pu en parler un peu hors antenne, si je peux dire. On a un grand rendez-vous encore qui est attendu, en tout cas que les marchés attendent, hein, c'est ce rendez-vous de la Fed le 9 octobre prochain. Grosse incertitude. Oui, c'est de nouveau une première pour moi. C'est-à-dire d'abord, les membres de la Fed se sont exprimés assez publiquement pour ou contre. Et que ceux qui comptent, hein, les votants, il y a des spécialistes, dont moi, remarquent qu'on est à 6 contre 6. Donc on est pile à égalité. Et ce qui est un peu embêtant pour ce comité-ci, c'est que en fait, Jérôme Powell va jouer un rôle prépondérant. C'est son rôle, c'est son vote qui pourrait faire passer la balance d'un côté ou de l'autre. Ce que je trouve compliqué pour une décision aussi importante que celle-là. C'est vraiment 50-50. Si vous me demandez de parier, Oui, vous me dites, Jérôme, c'est quoi que tu arrête de Ouais, c'est quoi que tu me dis? c'est ça. Moi, Merde. oui, voilà. Oh, oui ou non? Je dirais qu'ils vont attendre au mois de décembre. C'est vraiment 50-50. Mais à la marge, je pense que c'est plutôt ça qui se profile. À l'encontre de Donald Trump? Voilà, à l'encontre de Donald Trump. Je pense que la Fed Jérôme Powell, ça a été son acte de bravoure sur sa carrière, c'est qu'il lui a fait face. Et je pense de façon assez crédible. Et en fait, si on a un président de la Fed qui fait face et qui est crédible, ça crédibilise tout l'écosystème financier américain. Donc je crois qu'il va tenir bon et peut-être faire ça cette fois-ci, peut-être aussi juste pour marquer le coup. Who knows? Par contre, je ne pense pas que le cycle d'assouplissement est terminé. Je pense que les taux d'intérêt en Amérique doivent baisser. Je pense que la petite résurgence d'inflation qu'on voit pour l'instant est vraiment temporaire due aux tarifs et que l'année prochaine, on va recommencer à avoir une Fed qui baisse les taux d'intérêt. En termes économiques actuellement, est-ce que les chiffres justifieraient qu'on ne baisse pas les taux? Est-ce que les chiffres justifieraient qu'on ne baisse pas les taux? Ça, c'est disons, les personnes qui disent que les taux d'intérêt peuvent rester à ce niveau-ci pendant un petit temps, observent, dont nous, que l'économie américaine est très forte pour l'instant. Le 3e trimestre de cette année était vraiment assez exceptionnel. Alors quand on a un 3e trimestre comme ça aussi fort, c'est bon pour le reste de l'avenir, parce que ça veut dire qu'on part d'un niveau de base plus élevé et on va croître par rapport à ça. Bien sûr, le 4e, on va avoir un impact du shutdown, hein, que nous on estime à peu près 1,5% sur l'économie. Et donc,
mais malgré ça, l'économie américaine reste forte et la consommation reste forte. On a un consommateur américain qui en chiffre, qui continue à consommer et donc les ventes en termes réels continuent à progresser. Donc ça, c'est un indicateur que l'économie va pas si mal. Ceci étant, si Jérôme Powell devait décider de ne pas baisser ses taux le 9 octobre, il y a quand même, je crois, peu de chances que les marchés le prennent comme étant une bonne nouvelle parce qu'ils attendaient ces baisses de taux. Oui, à court terme, ça peut enfin, pour moi, c'est la volatilité qu'on voit maintenant. Bon, le marché est en train de se réconcilier avec, un côté ou l'autre, dépendant de qui s'exprime à la Fed, le marché monte ou il baisse. La volatilité, elle est pour l'instant, si jamais il ne baisse pas les taux, il est possible qu'on ait encore un peu de volatilité, mais comme je vous dis, le plus important, c'est de regarder ce qui se passe en 2026. Croissance assez bonne, baisse des taux d'intérêt qui continue de se profiler, pas trop s'inquiéter. Mais comment tu fais, toi, en tant que stratégiste, dans cette incertitude, dans cette volatilité et justement en me disant: «OK, il y a des choses qui vont pouvoir bouger le 9 octobre, mais je ne sais pas comment ça va bouger». Oui, il faut garder le cap, faut voir à long terme et puis aussi avoir un scénario de base. Notre scénario de base, c'est en fait un scénario assez bon en général, contre lequel il ne faut pas trop se battre. Croissance qui reste solide et cycle d'assouplissement des taux, en général, c'est bon pour les marchés. Écoute, c'est ce que je te propose de retenir sur cet épisode du Regard décalé parce que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on a pu plomber un peu le moral de nos auditeurs, alors que là, je note un optimisme que je trouve vraiment Pas étonnant. de suroptimisme, mais voilà, voilà notre scénario. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Merci Gaël. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.